Deuxième partie de notre émission avec l'invité politique de la presse quotidienne régionale, des télés locales de France, du réseau VIA, des Indes radios, 130 radios qui sont nos partenaires sur tout le territoire français et avec TV5 Monde. C'est Territoire d'Info et l'invité politique ce matin, c'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin pour vous interroger à mes côtés. Marcelo Westfred du Figaro pour Public Sénat. Bonjour Marcelo. Cyril. Et Denis Caro qui représente la presse quotidienne régionale, qui est le directeur des rédactions de Nice Matin, de Var Matin et de Monaco Matin. Merci Bonjour, d'être Cyril. sur notre plateau ce matin. Denis Caro, votre interview, Muriel Pénicaud, sera retransmise sur les sites internet de la presse quotidienne régionale à partir de 10h30 ce matin. Emmanuel Macron sur CNN ce week-end. Je fais des réformes, je suis impopulaire, je n'ai pas d'élection, moi, de midterm, en allusion, en référence à Donald Trump. Ça veut dire que je ne tiens pas compte de l'avis des gens, ça ? Non, ça veut dire que le président de la République, il a été élu pour réformer, redresser le pays en termes économiques, en termes sociaux, en termes d'influence dans le monde, et que s'il ne remplissait pas ses promesses sur lesquelles il a été élu, c'est là qu'il y aurait problème. Alors après, ce qui est difficile, c'est qu'aujourd'hui, on vit dans un monde où les avis se font en 10 minutes. Je ne suis pas sûre que si le général de Gaulle avait été à l'époque des sondages tous les jours et des réseaux sociaux, je ne suis pas sûre qu'il aurait eu tout le temps des sondages très, très élevés. Et je pense qu'il faut évidemment écouter dans la manière de faire, c'est ce que nous faisons au gouvernement, mais en même temps, si on ne tenait pas le cap et qu'on allait à la godille et nulle part, qu'on emmenait la France nulle part, je pense que les citoyens le reprocheraient. Donc je pense qu'il faut continuer les réformes. Ce qui est vrai, c'est que ça met du temps. Quand on réforme de fond, on ne peut pas réparer, même en 17 mois, on n'a pas réparé encore 20 ans de difficultés. Donc ça met du temps. On avance par étape, mais il faut continuer. Denis Caro. Ça met du temps, il faut des explications, de la pédagogie. On l'a vu toute cette semaine d'itinérance, Emmanuel Macron s'est confronté très directement aux Français et ça a été parfois rugueux. Il va visiblement recommencer. Est-ce qu'il a trouvé dans le fond une vraie manière, une nouvelle manière de rétablir le dialogue avec eux ? D'abord, je crois que le fait que le président de la République aille directement au contact des Français, c'est une attente des Français, c'est une bonne chose. Vous avez retenu quelques éléments de la semaine, moi j'en ai retenu aussi. C'est que toute cette semaine, qui faisait partie, je dirais, de toute la démarche du centenaire, il y avait énormément de gens sur le terrain, partout. On a nous-mêmes été dans le Grand Est et en Hauts-de-France, à peu près tous les membres du gouvernement. Et moi, on a vu aussi l'envie de discuter. Alors parfois, les citoyens seront d'accord, pas d'accord, c'est la démocratie. Et le président de la République, il dit ce qu'il a à dire. Mais je pense qu'il faut voir aussi que la proximité, c'est toujours mieux. Et on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. C'est la démocratie. Alors, Marcelo Westfred. Justement, dans les catégories qui ne sont pas d'accord, aujourd'hui, c'est une première, la première fois depuis 7 ans. Tous les syndicats de l'éducation nationale appellent à manifester, à faire grève. Qu'est-ce qui se passe puisque c'était la priorité du gouvernement, le budget est même en hausse et pourtant vous avez cette mobilisation très importante et une annonce notamment de suppression de postes 2600 dans le secondaire. Alors le budget de l'éducation nationale est en hausse. Jean-Michel Blanquer a confirmé la création de postes très importants dans le primaire notamment. Je reviens à l'envie recruter dans le primaire oui, et c'est important dans le primaire parce qu'on sait que c'est là que se créent les inégalités sociales. C'est dès le CP. S'il n'y a pas plus d'attention dès le CP, on crée des inégalités pour la vie. Et d'ailleurs, le dédoublement des classes de CP et maintenant de CE1 en REP et en REP+, c'est-à-dire dans les zones plus en difficulté, c'est fondamental. Alors, sur le secondaire, il n'y aura pas moins d'heures pour les élèves, mais il y aura plus d'heures supplémentaires. Et puis, il y a des postes administratifs qui peuvent être mutualisés. Ce qui est certain, c'est que comme tout changement dans l'éducation nationale comme ailleurs, eh bien, c'est aussi le dialogue à l'interne qui doit permettre de discuter ce genre de choses. Après, voilà, les enseignants ont le droit de faire grève s'ils le souhaitent. Là aussi, il y a la démocratie. Dans l'actualité, il y a un autre sujet qui a surgi ce matin. On apprend, c'est le Parisien qui a écrit là-dessus, qu'il y a un grand déballage à Force ouvrière depuis le départ de M. Pavageau. Et on apprend notamment, il y a eu un audit, qu'il y a des notes de frais qui flambent extraordinaires. Il y a des loyers parisiens de cadres du syndicat qui ont été pris en charge par note de frais. Qu'est-ce que vous, ministre du Travail, ça vous inspire quand vous voyez ce grand déballage ? Alors d'abord, moi je n'ai pas plus d'informations que vous, c'est-à-dire j'ai lu le Parisien, mais je ne connais pas les éléments de l'enquête. Mais ça m'inspire deux réflexions. La première, c'est qu'une organisation syndicale, comme une entreprise, comme une association, comme une collectivité territoriale, se doit d'être transparente, équitable, et s'il y a des dérives, il faudra qu'elles soient corrigées. Et en même temps,
Je pense que c'est important de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Les organisations syndicales en France, elles ont contribué fortement à la résistance, elles ont contribué fortement à la création de la sécurité sociale. Elles contribuent tous les jours dans les comités socio-économiques au progrès social dans les entreprises en même temps que le développement économique. Donc je crois qu'il ne faudrait pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Une autre organisation syndicale, la CGT, avait eu un problème avec son dirigeant il y a quelques années. S'il y a des dérives, elles doivent être corrigées. Mais il ne faut pas confondre tout le mouvement syndical avec quelques dérives éventuelles qui ont eu lieu. Mais je n'ai pas encore les informations. Sur l'égalité salariale, les entreprises devront, dès l'année prochaine, mesurer les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et auront 3 ans pour les résorber. Vous présenterez le détail du dispositif le 22 novembre. Comment faire en sorte que ce soit efficace et éviter pour autant que ça ne soit pas une usine à gaz pour les entreprises ? Alors on a, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, que j'ai l'honneur de porter, qui est maintenant en application, on a mis effectivement quelque chose de très volontariste sur l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça fait 45 ans que la loi oblige à l'égalité, c'est le bon sens, l'équité, la justice. C'est même plus performant pour les entreprises qui l'ont fait, on a pu le mesurer, et on n'y est toujours pas. Donc on est passé à une mesure d'obligation de résultat. Les entreprises ont 3 ans pour s'y conformer, et une étape importante sera le 22 novembre, où je vais effectivement annoncer, avec Marlène Schiappa à mes côtés, on va annoncer le mécanisme de calcul. On a, pour éviter toute usine à gaz, on a simulé dans le détail. On a travaillé avec des PME, avec des grandes entreprises. Et donc, ce qu'on va annoncer est tout à fait praticable. Et je crois qu'on peut faire un grand pas. Et j'espère bien que dans 3 ans, on sera le pays le plus exemplaire sur le sujet. Est-ce que vous avez vu le travail qu'a fait René Dosière ? René Dosière, c'est l'ancien député socialiste, qui est un spécialiste un peu de la dépense publique. Il a regardé comment dans les cabinets ministériels s'était appliquée l'égalité homme-femme, et il a constaté que 24% seulement des directeurs de cabinet sont des femmes actuellement dans les cabinets ministériels, 38% des chefs de cabinet sont des femmes. Alors en tout cas, l'exemple ne vient pas d'en haut. Mon cabinet, quand j'ai recruté mon cabinet, je l'ai recruté strictement paritaire. Il y a 2 ministres femmes de ce pointe René Dosière qui n'ont aucun membre de leur cabinet qui est une femme. Eh bien, nous sommes encore perfectibles. Denis Caro. Les négociations sur l'assurance chômage ont démarré vendredi et dans le même temps, vendredi également, Emmanuel Macron a annoncé qu'il souhaitait la mise en place d'un dispositif de bonus-malus pour les contrats courts. En termes de méthode, c'est pas un peu curieux ? Alors, c'est pas une nouvelle, c'était dans l'engagement de campagne présidancielle, le bonus-malus. Il a confirmé, il a confirmé en réponse à une question. Ce que je dis aux employeurs et aux organisations syndicales de salariés depuis des mois et des semaines, c'est que dans la réforme de l'assurance chômage que nous souhaitons, sur lequel nous avons demandé aux partenaires sociaux de plancher, si j'ose dire, nous voulons lutter contre la précarité excessive. La précarité excessive, c'est qu'aujourd'hui, il y a 9 embauches sur 10, c'est un CDD, un intérim, et souvent des CDD extrêmement courts. Un tiers d'entre eux, c'est un jour ou moins. Donc ça laisse beaucoup de salariés dans une précarité durable. Comment on peut être autonome dans sa vie, vivre sa vie, avoir un logement, s'installer, je dirais faire des projets dans une telle précarité. Et ça n'est pas entièrement nécessaire sur le plan économique. On le voit très bien quand on compare avec d'autres pays, notamment nos voisins allemands. Donc il y a plusieurs choses à réformer pour ça. Et une des choses, c'est le mode de gestion de ressources humaines où quelques entreprises, pas toutes, mais il y a des entreprises qui ont un peu abusé du système et qui utilisent l'assurance chômage comme base et puis appellent au coup par coup, 7 fois sur 10, c'est le même salarié pour venir un jour ou l'autre travailler. Donc on dit que les employeurs doivent être responsables et que certains d'entre eux qui cherchent, dès qu'ils peuvent, aller vers le CDI, paieront moins de cotisations d'assurance chômage et que ceux qui recourent en permanence à l'assurance chômage payé par les autres, hein. Ça coûte 8 milliards d'euros de déficit, cette affaire-là, l'emploi très précaire, eh bien, ils devront pénaliser. Alors, mais s'ils trouvent un autre système qui aboutit au même sujet, qui aboutit à la résoudre cette précarité excessive, il n'y a pas de problème, on le prendra. Et sinon, on complétera. Madame la ministre, là, vous mettez la pression très fortement sur le patronat. Et c'est une autre ligne rouge que j'ai l'impression que le gouvernement veut pousser aussi, c'est celle de la dégressivité des allocations chômage, notamment pour les cadres. Les syndicats disent, sont vent debout, ils disent que ça ne fonctionne pas. Partout, dans tous les pays où ça a été fait, ça n'a eu aucun impact. Alors, la dégressivité n'est pas dans le document de cadrage qu'on leur a envoyé, et ça n'a jamais été à l'initiative du gouvernement qu'on l'a mis sur la table. Après, ce qu'on a dit aux partenaires sociaux dans le document de cadrage, c'est qu'il faut quand même réfléchir au fait que les règles de l'assurance chômage sont exactement les mêmes
que vous soyez quelqu'un qui a une qualification dans un bassin d'emploi dynamique, où il n'y a pas de problème de trouver un emploi, ou que vous n'ayez pas de qualification, que vous ne trouviez pas d'emploi dans un bassin d'emploi, les territoires ne sont pas égaux face au chômage et les demandeurs d'emploi ne sont pas égaux face au chômage. Donc on leur a demandé de réfléchir à ça. Mais il y a plein de manières d'y réfléchir. Nous verrons ce qu'ils proposent. C'est Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui est notre invitée politique dans Territoire d'Info. Ce matin, le 17 novembre prochain, il y aura des blocages, des mouvements de blocage. Est-ce que vous voyez dans ces mouvements, souvent récupérés d'ailleurs de plus en plus par les partis politiques, quelque chose de spontané, quelque chose de planifié, Muriel Pénicaud? Alors, ça n'est pas... Craignez-vous ces mouvements d'abord? Alors, d'abord, je pense que vous avez noté que plusieurs organisations syndicales, qui pourtant représentent... N'y seront pas. N'y sont pas, ils n'appellent pas, parce qu'ils ont très bien compris que c'était en train d'être, en gros, récupéré plutôt par des mouvements extrémistes. Et nous, ce qu'on craint pour le 17 novembre, je vais vous dire, c'est les sujets de sécurité. Dans la mesure où il n'y a pas d'encadrement, il n'y a pas d'organisation. Lorsque ce sont des grèves ou des manifestations, il y a des gens responsables qui permettent de faire que ceux qui manifestent soient en sécurité. Là, nous ne sommes pas sûrs. Il faut quand même que les personnes soient protégées. Et on ne sait pas ce qui va se passer, puisque c'est plutôt des extrêmes qui s'en saisissent politiquement. D'ailleurs, vous avez vu que les syndicats de police... notre inquiétude est plutôt sur la sécurité. Après, le droit de dire ce qu'on veut. Est-ce que vous diriez que la sécurité n'est pas assurée pour le 17 novembre? Dans la mesure où ce n'est pas une organisation ou des organisations structurées qui structurent ce mouvement, bien sûr, le ministère de l'Intérieur travaille là-dessus pour... c'est pas pareil quand c'est quelque chose d'organisé. Il y a un syndicat de police qui appelle d'ailleurs à manifester, c'est rarissime, oui, c'est même interdit. Oui, il faut, décidément. Et même un syndicat qui appelle à ne pas dresser de procès-verbaux ce jour-là, est-ce que pour vous, ça contribue à ce risque sur la sécurité? Alors, j'avoue que je n'ai pas compris l'histoire des procès-verbaux, parce que les procès-verbaux, ça veut dire que ce jour-là, ils vont autoriser quelqu'un qui n'est pas handicapé à utiliser les places handicapées. Ils vont pas. Quelqu'un a brûlé un feu rouge. C'est ça que ça veut dire. On va laisser les gens. Enfin, les contraventions, c'est pour que les règles du jeu soient respectées. Les règles du jeu soient respectées, c'est pour la sécurité. Condamné. Hein. Donc non, condamné. Je n'ai pas à condamner, mais je trouve que c'est étrange qu'on a quelque chose à dire, de le dire sous une forme qui peut pénaliser des citoyens. Denis Caro. Emmanuel Macron a expliqué qu'il préférait taxer le carburant plutôt que le travail, mais pour des gens qui travaillent à 30-40 km de chez eux, c'est le travail au bout du compte qui est taxé. Et beaucoup de Français, je crois qu'il y a le quart des Français qui a déjà refusé une proposition d'emploi en raison des problèmes de déplacement. Comment on peut aider ces gens-là? Oui, alors, vous avez raison, il y a quelque chose qui n'est pas facile pour tout le monde, pour tous les citoyens, c'est qu'on voudrait à la fois qu'on puisse se promener dans la campagne sans qu'il y ait des pesticides, on voudrait pouvoir manger sain, on voudrait pouvoir être sûr que nos enfants ne sont pas malades parce qu'il y a trop de particules fines dans les villes. Donc on veut tous une évolution sur le plan de l'environnement et de l'écologie, puisqu'on voit bien que ça abîme la planète, ça abîme la santé, ça abîme la vie de tous. Et en même temps, pour le faire, il y a plusieurs moyens importants, mais un des moyens, c'est quand même diminuer la consommation d'émissions à gaz de serre. Et donc pour cela, une des premières choses, c'est pouvoir avoir des véhicules qui consomment moins et qui sont plus écologiques. D'où la prime à la reconversion. Il y a déjà 250 000 Français qui l'ont utilisée. On en projette 500 000. Parce que si on peut changer de voiture et qu'elle consomme moins et qu'elle consomme plus propre, plus écologique, d'abord le plein n'est pas plus cher et en plus on fait du bien à la planète et à la santé. Ensuite, à court terme, le président de la République l'a dit, on travaille sur comment on peut faire pour ceux qui ont, à court terme, besoin de leur voiture et qui ne peuvent pas en changer pour l'instant, pour aller travailler. 2/3 des Français travaillent à moins de 5 km de leur domicile. Mais le tiers de Français qui travaillent plus loin, il y en a une partie qui c'est en transport en commun, il y en a une partie qui c'est en voiture. Et donc là, on est en train de regarder comment on peut donner un coup de pouce là-dessus. Petite parenthèse, vous avez vu que Ségolène Royal propose de taxer plutôt les pesticides que l'essence. C'est une mauvaise idée. Si je me rappelle bien, elle avait déclaré qu'il fallait augmenter le prix du gasoil pour lutter. Elle avait de 23 centimes, je crois, progressivement chaque année. Il me semble bien qu'elle avait fait ce genre de proposition. C'est toujours plus facile d'être dans l'opposition. On n'a pas besoin d'assumer des contradictions. Dans un autre sujet
sujet d'actualité, la révision des lois de bioéthique. On commence à y voir un peu plus clair sur la position du gouvernement, mais comment vous allez faire dans la méthode pour éviter que ça ne déclenche une sorte de nouveau mariage pour tous? Alors Agnès Buzyn, qui est ministre des Solidarités et de la Santé, qui porte ce projet de loi au nom du gouvernement, a commencé à travailler. Je crois que c'est pour ça qu'on prend du temps sur cette loi. Il faut beaucoup de consultations, beaucoup de débats. C'est un débat de société et il faut prendre le temps de ce débat, que tous les avis s'expriment avant que on arrive à trancher. Et je pense que c'est la méthode d'écoute. Vous savez, c'est un peu ce qu'on a fait pour les ordonnances aussi. On a passé 300 heures de concertation sur tous les sujets compliqués de société. Il faut prendre vraiment le temps de la concertation. Muriel Pénicaud, vous étiez aux cérémonies ce week-end en tant que membre du gouvernement. Vous avez vu Donald Trump, Vladimir Poutine donc de près. C'était aussi tendu quand on les voyait de près que ce qu'on a vu à la télévision. On va revenir avec Yves Tréhard et Denis Jambard là dans un instant. Alors je crois qu'on voit aussi bien à la télévision que sur place. Moi ce que je retiens du 11 novembre, matin et après-midi, premier c'était vraiment émouvant, c'était un moment de gravité. Et je trouve que 100 ans après, finalement, le moment où la France s'est relevée, où l'Europe a commencé à cette marche là, notamment qu'on voit sur ces images. Voilà, ça, avait un moment, on se disait, mais 100 ans avant, on s'entretuait. On s'entretuait. Et 100 ans après, on est capable de se dire, on n'est pas toujours d'accord sur tout, mais qu'il faut quand même un monde de paix, parce que la guerre, c'est des morts, des mutilés, des veufs, et la misère pour tous. Et donc, je crois que ça, c'était très important. La présence des jeunes a beaucoup ému aussi, parce que les lycéens du Livry-Gargan, moi j'ai eu l'occasion de discuter avec eux, ils ne trouvaient pas que c'était du passé, ils avaient bien compris que ça parlait des valeurs de demain. Et l'après-midi, au sommet de la paix, c'était très fort aussi, puisque finalement, on débattait de qu'est-ce qu'il faut faire. Et vous savez, il y a le climat, on ne va pas le régler pays par pays, il faut le régler mondialement aussi. Les sujets d'immigration aussi, les sujets de paix. Donc le sentiment hier qu'on est co-responsable dans le monde, ensemble du futur, et puis sur le terrain, parce que sur les territoires, ça fait 4 ans qu'il y a des préparations, qu'il y a des manifestations. Je crois que c'est un beau moment de démocratie française et mondiale. Muriel Pénicaud, ministre du Travail, d'avoir été l'invité politique de Territoire d'Info. Merci Marcelo Westfred et Denis Caro. On passe au débrief de l'actualité. Yves Tréhard, Denis Jambard dans un instant. Merci Muriel Pénicaud, ministre du Travail, qui était l'invité de Territoire d'Info, qui quitte ce plateau. C'est en direct. Bonjour Denis Jambard, éditorialiste à Nice Matin et à Challenge. Bonjour à tous. Et bonjour Yves Tréhard, qui est directeur adjoint de la rédaction du Figaro. Bonjour. On va parler de ce forum de Paris, de ce plaidoirie pour le multilatéralisme, et également dans le Figaro, de cette conversation qui est rapportée par le Figaro. Poutine dit avoir une bonne conversation avec Trump à Paris. Alors, on va tout de suite démarrer par ce forum de Paris. Emmanuel Macron a réussi à ce que la France soit au centre du monde de la diplomatie ce week-end. Yves Tréhard. La France était au centre du monde par définition. Ce week-end, c'était la célébration de l'armistice. Et il l'a transformé alors. Ça ne pouvait pas avoir lieu à Berlin, donc on était assez tranquille de ce point de vue. Après, est-ce qu'il l'a réussi? Oui, je trouve qu'il a su adopter un ton qui était assez juste. Les propos étaient tout à fait ceux qu'il fallait prononcer. Et il n'a pas surjoué l'événement, si vous voulez, comme parfois il le fait. Je trouve qu'il était à sa juste place. Les discours étaient relativement brefs. Et il a su rectifier le tir par rapport aux propos qu'il avait eus sur les années 30. Il y a quelques semaines ou il y a quelques jours. Qui n'a pas tenu précisément les années 30, il n'a jamais prononcé ça. Oui, il avait fait des assimilations qui étaient quand même, qui pouvaient être critiquables. Et là, il a su revenir sur un ton et des mots qui me paraissent sur le patriotisme et sur les défis qui étaient posés à notre époque, qui ne sont pas les mêmes défis que pendant les années 30. Et ça me paraissait de ce point de vue assez bien. Après, bon, si vous voulez, il y a quelqu'un qui a gâché la fête, il y a quelqu'un qui a déchiré les rideaux, évidemment, c'est Monsieur Trump, qui est complètement hors des clous, quoi. Hors des clous. Je partage complètement l'avis d'Yves. La semaine dernière, on n'était pas tout à fait d'accord. Cette semaine, on l'est. Non, j'ai trouvé que c'était belle commémoration, réussie, et que le président de la République avait les mots justes.
En effet, pour une fois, il n'a pas été trop long. Peut-être que j'aurais fait 1 ou 2 minutes de trop. Le boléro de Ravel était un peu long. Non, mais le boléro de Ravel n'était pas trop long. On répète 18 fois, je crois, le même motif. Minutes, 16. Ouais. Et donc, voilà. Ravel a fait la guerre, il ne faut quand même pas l'oublier non plus. Par ailleurs, peut-être aurait-il dû rajouter 1 ou 2 minutes sur les alliés, les victimes alliées. Vous savez, il y a eu les Anglais, les Américains, les Canadiens, il y a eu beaucoup de morts et peut-être... c'était une représentation anglaise étrangement absente, d'ailleurs. Totalement absente. Oui, non, mais c'est normal parce qu'elle avait des célébrations chez elle. Oui, elle voulait envoyer un représentant. Mais non, je trouve que, alors qu'il avait eu une semaine compliquée, en même temps n'avait pas fonctionné, c'est-à-dire la commémoration sur les lieux des batailles. Et, vous faites référence à l'itinérance mémorielle. Prendre contact avec les Français, il a très bien conclu. Et je trouve que les mots aussi étaient justes. Voilà, la célébration était juste et les mots étaient très justes et notamment, j'ai trouvé excellent la formule qui différencie le patriotisme du nationalisme. Un mot, vous avez conclu votre intervention là-dessus, Yves Tréhard, sur Donald Trump. Alors, visiblement, il dit avoir passé le meilleur moment de ce séjour en France au cimetière de Suresnes, l'hommage aux soldats américains. Vous avez vu, c'est ce qu'il a dit. Oui, écoutez, c'est normal qu'il se recueille devant ses compatriotes. Parce qu'il a renoncé à une cérémonie devant un cimetière américain parce qu'il pleuvait samedi après-midi. Oui, non, ça c'est quand même extravagant. Bon, qu'il se recueille devant la tombe de ses compatriotes. Comment on peut interpréter ces différentes... écoutez, il est ce qu'il est, c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'accorde que très peu d'importance, je dirais, au protocole, qui essaye de se comporter, non pas comme un chef d'État, mais comme un chef de bande. C'est Gang of New York, notre ami Trump. Et il le dit, il n'aime pas l'Europe, il essaye de nous... Cela dit, je pense qu'il nous rend un service, je vais vous dire. Parce que plus il se détache de l'Europe, plus il oblige l'Europe justement à se resserrer. C'est le pari d'Emmanuel Macron ? C'est le pari d'Emmanuel Macron et je pense que c'est une chance à saisir. C'est-à-dire que se détacher des États-Unis, du parapluie américain, je pense que c'est effectivement comme ça qu'on construira l'Europe. Denis Jeanbart. Partage là encore l'avis d'Yves. Néanmoins... Trump avait dit quelque chose, et puis il est contradictoire, puisqu'il s'en prend à Macron, puisque Macron évoque le développement d'une armée européenne, et le même Trump, lors du sommet de l'OTAN, avait critiqué l'Europe parce qu'il n'investissait pas assez donnait pas assez de moyens financiers. C'est vrai que les États-Unis contribuent, je crois, à hauteur de 80% dans le fonctionnement de l'OTAN. Mais c'est vrai que Emmanuel Macron, il tire les conséquences des propos de Trump sur ce sujet-là. Je pense que la discussion a dû porter là-dessus entre les deux hommes samedi matin, et donc il propose de développer l'armée européenne. Et c'est vrai qu'il faut le faire, et que peut-être nos partenaires européens prennent conscience que ce parapluie américain, peut-être arrive-t-il à son terme. En tout cas, il faut aussi se doter d'une armée européenne qui assure notre propre défense. La seule chose, si vous voulez, c'est que Trump, il va jouer les uns contre les autres. On le voit très bien, la tentation de Trump, c'est d'aller dans son pays et à l'extérieur. Voilà, c'est d'aller chercher les pays d'Europe centrale, notamment la Pologne, et de les monter contre nous. Ça, c'est son rôle. À propos de la Pologne, Yves, je voudrais quand même préciser quelque chose. Personne n'a relevé ça. Il vient d'avoir lieu des élections municipales et locales très très importantes. Oui, je sais. Et le parti au pouvoir, Droit et Justice, a été sévèrement défait. Il n'a gagné que 6 villes sur 107. Ce sont les libéraux qui ont gagné. C'est la première fois. Et le parti paysan, qu'ils essayaient de sortir du jeu, ancien allié des libéraux au pouvoir. Et pour la première fois, on a un signe, au fond, de reflux de ces partis nationalistes, pour ne pas utiliser ce mot fourre-tour qui est populiste. Alors revenons à Donald Trump, là, et c'est intéressant ce que vous disiez. En réalité, on analyse le point de vue de ce que dit Trump, mais ça avait démarré sous Obama déjà, Yves Tréhard, ce recentrage de la politique américaine vers l'Asie. On disait qu'Obama n'était pas très pro-européen. C'était pas la même chose. C'est une continuité. C'était pas la même chose, parce qu'Obama, il pensait que le centre de gravité du monde, il devait être déplacé et que ça devait être l'Asie. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, d'ailleurs. Ce qui n'est pas tout à fait faux, pardon. Il pensait que, avec les puissances émergentes en Asie, que c'était... Et Trump les voit comme des adversaires. Trump, ça n'a rien à voir. Trump, il nous
Trump, je pense qu'il continue sur le Pacifique. Je pense qu'il a la même vision. Bah oui, la même. Et ça, il a en partie raison. Mais ce qu'il a, c'est surtout cette, je dirais pas cette haine, mais ce ton vis-à-vis de l'Europe qui est un ton extrêmement désagréable, où il ne traite plus les Européens comme des alliés. Et je pense qu'il a tort, parce que l'Amérique seule, eh bien, elle ne peut pas s'en sortir. Et en même sans temps, il ses alliés traite européens. les Chinois comme des adversaires. Donc non, mais en fait, c'est un paradoxe. Il est en train de détricoter le multilatéralisme. Il n'a une vision du monde que par du bilatéralisme. Pour mieux défendre les intérêts américains. C'était donc bienvenu il faut quand même, on l'a pas non plus vraiment souligné, mais il vient de défaire un accord avec les soviétiques, enfin les Russes. Signé avec les soviétiques sur l'armement, le développement des armes nucléaires. Donc ce forum, il détricote tout. Alors ce forum, c'était donc une bonne chose. Bilatéral. C'est une bonne chose en opposition qu'Emmanuel Macron organise ce forum sur le multilatéralisme, se positionner face à Trump. Bah, c'était un peu ça a été ressenti comme une provocation par Trump. C'est pour ça qu'il n'y est pas venu d'ailleurs. C'est sûr qu'on aurait pu se passer de ce forum. Moi, je pense que. Ah oui. Oui, je pense que c'était peut-être un élément qui était superfétatoire. Bon, il a eu lieu. Pourquoi Emmanuel pas. Macron en a souligné la faiblesse éventuellement en disant peut-être que cette photo ne servira à rien. Bien sûr. Merci Yves Tréhard. Merci à vous. Adjoint de la rédaction du Figaro. Merci Monsieur Denis Jean-Bart, éditorialiste à Nice Matin. Et à Challenge, on va regarder ensemble le Zap Matin de Christophe Combarieux, ce qui s'est passé hier soir dans les émissions politiques, les reportages, et également dans les autres matinales d'infos ce matin. A tout de suite après le Zap Matin. Image symbolique et frappante de tous les dirigeants sous leur parapluie noir. En fond sonore, les cloches de Notre-Dame, puis le passage assourdissant de la patrouille de France. L'histoire menace, parfois, de reprendre son cours tragique et de compromettre notre héritage de paix que nous croyions avoir définitivement scellé du sang de nos ancêtres. Aujourd'hui, c'est bien le problème à la fois d'une montée des peurs, d'une montée de la colère à travers les peuples de l'Europe, au-delà de ces images, de ces belles images, et en même temps de la remise en marche d'un projet européen. Chacun aura bien compris que ceux qui défendent les solidarités européennes sont plutôt des patriotes et que ceux qui défendent qu'en Europe chacun devrait être chez soi afin de résoudre la question migratoire, la question numérique, la question environnementale, ceux-là ne participent pas au multilatéralisme. À nous de les convaincre. Emmanuel Macron a tenu à ouvrir symboliquement ce forum pour la paix, accompagné de la chancelière allemande Angela Merkel et du secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres. Un forum qui se tiendra désormais chaque année à Paris. Le monde dans lequel nous vivons est fragilisé par des crises qui déstabilisent nos sociétés. La crise économique, écologique, climatique, le défi migratoire. Nous sommes fragilisés par la résurgence de menaces capables de frapper à tout moment, le terrorisme, la prolifération chimique ou nucléaire, la cybercriminalité. Il y a aussi un décalage entre les mots, ceux utilisés par Emmanuel Macron, qui donnent parfois l'impression qu'on oppose artificiellement tous ceux qui seraient pour l'Europe, pour le multilatéralisme, et puis les autres, qui seraient en fait les méchants contre les gentils, et qui seraient, eux, pour le repli, le nationalisme. Et puis la réalité qui est beaucoup plus compliquée. Donald Trump n'a pas assisté au Forum de la paix. Le président des États-Unis avait choisi de se rendre cet après-midi au cimetière de Suresnes, en région parisienne, où sont enterrés 1500 soldats américains. Il y a des divergences, il y a deux lignes différentes sur l'organisation du monde, c'est clair. Nous sommes, favorables à ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire tous les grands enjeux du monde, le défi migratoire, le défi climatique, le défi de l'innovation doivent se régler par la coopération et non pas par la confrontation. Et quelle doit être la réponse de l'Europe ? Le président Trump dit moi je suis dans la confrontation. Oui. Je pense que c'est le rapport de force qui permet le règlement des problèmes et malheureusement le rapport de force n'aboutit pas à cela. Voilà, après le Zap Matin, c'est la troisième partie de l'émission. Dans un instant, l'actualité parlementaire et politique avec Saveria Rojek. À tout de suite. Voilà, donc troisième partie avec Territoire Sénat, l'actualité politique et parlementaire et les titres de cette actualité ce matin, Saveria. Rebonjour.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Le budget de la Sécu arrive au